Juliette, je te laisse faire la présentation. Oui. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, s'il y en a. Rebonjour à ceux qui étaient là tout à l'heure. Je voudrais maintenant vous présenter le professeur Denis Pernaut, que vous voyez à ma droite, qui est normalien. Je le dis parce qu'en fait, une des personnes dont nous allons parler l'est également, et ça n'est pas sans rapport avec le sujet. Agrégé, une des personnes dont on va parler a échoué à l'agrégation, et ça n'est pas sans rapport avec le sujet, et qui est professeur de littérature des 19e, 20e siècles, de l'articulation entre les 19e et 20e siècles. Il est spécialiste des relations entre littérature et histoire, littérature et politique, littérature et sociologie, peut-être. Si vous voulez que je vous dise les choses plus simplement, il est spécialiste des auteurs qui ont donné leur nom aux rues. C'est vrai, dis-moi le contraire. Donc, surtout si vous habitez au nord de Paris, comme là où se situe l'université Sorbonne Paris-Nord, dont il est le doyen, le directeur de l'UFR des lettres, langues et sciences humaines et sociales. Alors, en demandant à Denis avec beaucoup d'insistance, parce qu'il est comme Hubert, quelqu'un avec qui on apprend beaucoup quand on discute avec lui, en lui demandant avec beaucoup d'insistance d'intervenir, je savais que je le mettais dans une position délicate, parce que, en fait, de présence de la subjectivité, on est vraiment tout à fait dans la situation qu'Hubert décrivait. Denis est à la fois un des auteurs dont nous allons parler et critique d'auteurs qui ont écrit sur le même sujet que lui, un épiphénomène du Covid, sauf qu'on verra à l'usage qu'il ne s'agit pas du tout d'un épiphénomène, mais de quelque chose de central, la question du confinement. Donc, nous allons parler du confinement. Mais auparavant, je dois vous présenter le contexte dans lequel Denis a écrit le texte dont je vais vous faire la lecture et dans lequel il a produit d'autres textes dont nous allons parler en dialogue. C'était au tout début de la crise du Covid et nous étions à l'université Sorbonne Paris-Nord en campagne pour les élections de la présidence. Et Denis et moi appartenions à l'équipe d'un candidat malheureux qui n'a pas été élu. C'est peut-être notre faute à tous les deux et je lui présente ici indirectement des excuses. En tout cas, nous avions l'impression, Denis et moi, de nous battre pour représenter les intérêts, entre autres, des lettres et des sciences humaines et du territoire, parce que le nord de Paris est un territoire dans lequel l'université joue un rôle particulièrement prégnant, particulièrement important et spécifique. Donc, nous nous battions pour le campus Condorcet, pour la Maison des sciences de l'homme Paris-Nord, et puis pour l'UFR de lettres et des sciences humaines, et aussi, je dirais, pour les UFR d'économie et les UFR de droit. Hein, je crois que c'est ça. Donc, on voulait témoigner de l'importance de ces disciplines qui pouvaient éventuellement paraître être des danseuses à certains de nos collègues. On peut comprendre, justement, en situation de maladie, d'épidémie, on se dit, mais il faut l'argent pour l'urgence et pourquoi s'occuper des livres, pourquoi s'occuper de questions qui semblent plus théoriques et plus éloignées. Donc, nous étions en campagne et puis la campagne s'est trouvée figée, paralysée par le confinement. Comment faire campagne? C'est d'actualité pour les présidentielles nationales aujourd'hui. Comment faire campagne en période d'épidémie et à l'époque en période de préconisation et même d'ordre de confinement? Le site de la campagne, qui était quelque chose d'un peu anecdotique, est devenu tout à fait central dans notre communication. C'est ce site électronique de candidature qui a fait le cadre dont parlait Hubert et qui est devenu un lien entre nous. Et Denis a fait une proposition qui nous a tous beaucoup touchés. Il a proposé d'envoyer des textes sur des auteurs, des penseurs, des personnalités qui avaient vécu analogiquement des situations similaires aux nôtres. Il les a envoyés régulièrement et je peux témoigner de ce qu'on attendait tous, ces billets. Et ils ont été postés, mis, enfin, je ne sais pas comment on dit, mis sur le site. Implantés. Ils ont été implantés sur le site de campagne. Et ça peut paraître tout à fait saugrenu. Qu'est-ce que ça a à voir avec une campagne présidentielle? Mais en même temps, moi, je trouve que ça illustrait l'intérêt des sciences humaines, justement, sur le site. Au lieu de le dire,
on le montrait. Et puis, il n'y avait pas que du militantisme, il y avait, je crois, chez Denis, chez tout le monde, une volonté d'être ensemble, de partager quelque chose, d'essayer d'aller mieux, parce que tout de même, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, c'était un peu secouant, en tout cas pour moi et les gens autour de moi, ça nous a paru un peu secouant. Et à l'université, là encore, comme le disait Hubert, on a eu l'impression d'être un peu lâchés tous, séparés les uns des autres, et même si de nombreuses personnes, dont Denis, ont tout fait pour tenir la baraque, hein, il n'empêche que nos étudiants n'étaient plus auprès de nous, et nous, on n'était plus auprès d'eux, et les choses étaient devenues impalpables, enfin, difficiles à gérer. Donc, les circonstances de publication de ces textes sont des circonstances politiques, et c'est raccord avec le contenu, vous allez voir. Ce sont des circonstances de confinement, c'est raccord avec le contenu, et ce sont des circonstances d'interrogation sur le sens que peuvent prendre les sciences humaines et l'éventuelle action thérapeutique que peuvent prendre les sciences humaines dans des contextes sociologiquement difficiles. Voilà, alors après cette longue présentation, je voudrais donner indirectement la parole à Denis et lire son court avant-propos de confinement. Ne fais pas les gros yeux, Yves, parce que je vais lire, mais c'est un texte très écrit et je dois donc le lire. Et puis ensuite, nous commencerons le dialogue. Denis respire. Non, justement. Ça commence par 3 points de suspension et ça se termine par 3 points de suspension. Et le confinement vint. Expérience de privation de liberté à laquelle nul n'était, le moins que l'on puisse dire, préparé. Nos logements devinrent prison et nos pas firent cercle entre leurs murs. Seule l'invisible maladie avait droit de flâner ou de rôder, de vaquer à son œuvre de contamination et contagion, ce dont elle ne se priva pas. Seule à fonctionner encore, la fabrique de malades produisait à plein, alimentant de patients hôpitaux, services d'urgence et de réanimation. Privation de liberté, certes, mais surtout privation de soi pour soi, arraché que chacun était aux gestes ordinaires de sa vie commune. Distanciation sociale, nous disait-on, avant de préférer par euphémisme à cette expression celle de distanciation physique. L'important n'en était pas moins dans l'obligation de se tenir à distance des autres, ceux-là même avec qui il aurait été réconfortant de s'entretenir autour d'un café, plaisir devenu solitaire, mais à distance aussi de soi, d'un soi imprévu et inconnu, dépossédé d'horaires, libéré d'habitudes, tout occupé à trouver moyen de rendre habitable un temps dépourvu de scansion. Toujours dans le risque de perdre le goût de la temporalité, de s'égarer dans le ressassement du « quelle heure est-il » ou du « quel jour sommes-nous » Geste barrière, nous disait-on, mais en privation d'agir, force fut bien de constater que de barrière, il n'y avait plus que de gestes, sinon celui, capital mais vain, de remplir, sans rature, quelque autorisation dérogatoire de faire mouvement afin d'élargir 1 heure durant la circonférence de ses rotations, sans masque pour se voiler la face. Singulier étranglement d'espace où il devenait difficile de se reconnaître, étrange strangulation de tout désir, à commencer par celui d'ailleurs. Aussi fallait-il parler. Parler à tout venant, parler à tout vent, parler pour parler, car nous n'avions que dire et constations, échange après échange, que nos interlocuteurs n'avaient que dire également, si attentionnés que fussent nos et leurs « ça va », à loisir décliner et décliner toujours semblablement. La privation de liberté se révélait expérience discursive, paradoxale expérience discursive, dans la mesure où ce que nous vivions échappait à toute prise narrative. Confinés, nous étions privés de toute capacité à nous mettre en récit, à ordonner autour d'événements et d'actants un quotidien qui n'avait d'extraordinaire que de se dérouler autour et loin de nous, sans que nous y intervenions en aucune manière, que de se développer en l'absence répétée de faits saillants et de rencontres marquantes, en l'absence même de nous. Toute platitude ainsi évacuée, jusqu'à celle des plus banales questions qui servent d'attaque et de relance aux conversations, passer une bonne journée, le plus pesant du confinement n'aurait-il pas été de ne pouvoir en faire récit? Expérience de privation de liberté, certes, mais expérience surtout de dénarrativation de soi,
par brutale déstructuration des canevas de la vie quotidienne, personnelle autant que professionnelle. Canevas que nous ignorions si solidement tissés et si fortement tendus. Le récit s'en fut donc ailleurs et se trouva pour principal actant la maladie flânante et rôdante. Tant nous avions besoin de récits que la presse nous en fournit à foison, que nous suivîmes d'abord avec semblant de passion. L'information continue nous livra, inlassable, des reportages de séries noires, des scénarios catastrophes, des feuilletons de rez-de-chaussée avec leur inépuisable réserve d'intrigues à tiroirs, d'enchâssements enchâssés, de péripéties et de rebondissements. Les soignants, ainsi disait-on, eurent leurs héros avec nombre de doctorants docteurs des plateaux et leurs héroïnes, prises dans le petit peuple, d'ordinaire invisibles et muets, des infirmières. L'hydrochloroquine, notable adjonction à notre lexique, trouva son champion, au choix christique ou méphistophélique, et celui-ci défenseur et détracteur. Déclarés inutiles par les uns et indispensables par les autres, les masques firent saga, pour autant qu'ils manquaient, les aventureuses routes de la soie se métamorphosant en ponts aériens avec faussaires, hommes d'affaires véreux et rocambolesques réquisitions. Plat roman au rebondissement trop prévisible dont il fallait nous repaître dans les enclos de nos domiciles, faute de meilleurs romans de gare. Aussi fallait-il lire. Quitter l'écran du téléviseur ou de l'ordinateur sur lequel tout faisait série, une sorte de plus belle la Covid au lieu et place de plus belle la vie, pour se mettre des livres entre les mains, des lignes de signes sous les yeux. Mais que lire? Librairie inaccessible, bibliothèques conservant leurs ouvrages au sérail, expérience de privation de liberté, le confinement fut aussi épreuve de relecture. Que lire en effet, que nous n'ayons déjà lu, que ces volumes parfois empoussiérés mais disponibles aux niches des rayonnages de nos bibliothèques. Et la première aventure du confinement fut d'exploration et d'inventaire de ces rayonnages à la recherche d'un volume naguère ou jadis acheté que nous nous étions promis de lire, mais qui avait été rangé dans l'attente de son tour, puis oublié. Feuilletage de noms d'auteurs et de titres d'ouvrages, indécision et tergiversation, l'ai-je déjà lu? Le lirai-je? Lire ou ne pas lire celui-ci ou celui-là n'était pas la question. S'il fallait bien relire plutôt que lire, il fallait surtout décider d'une politique de relecture. Et pour ce faire, comprendre pourquoi l'aventure de l'inventaire fut d'abord une promenade malheureuse. Tant était impérieuse l'injonction de relire que l'appétence manquait. Sans doute du fait d'un étrange retournement de l'ordinaire situation de lecture, que décrit si bien Proust, où se réserver des journées de lecture amène à se confiner en chambre pour vivre par procuration la vie interdite de figures de papier. Or, confinés nous étions. Comment lire lorsque la situation de lecture est offerte, immensément offerte, mais que fait défaut l'ouvrage désiré avec lequel s'enfermer? Et pourquoi s'enfermer lorsque déjà on est enfermé? Repromulgable, le temps de privation de liberté ne nous était pas compté, et l'heure était, pouvait-on penser, aux aventures des longs fleuves impavides, aux lectures au long cours, aux récits long courriers. Mais où trouver l'âme enchantée de Romain Rolland ou les hommes de bonne volonté de Jules Romain? Quant à relire Jean-Christophe, voilà bien qu'il risquait de vite tourner court. Même en situation d'exception, le long supporterait-il mal le retour? S'il fallait bien relire, à défaut de lire bien, ce qui est tout autre chose, il convenait sans doute de le faire en saut de livre en livre, et relire en feuilletage et vagabondage plutôt qu'en attention et concentration. Se faire relecteur, caprissant et pratiquer la lecture buissonnière. C'est toi qui l'as dit. Aux marges des classiques, trop relus déjà, du côté de la littérature docile plutôt que facile ou difficile. Ces histoires et intrigues, ce n'est plus, c'est mal imprimé, excusez-moi, ce n'était plus d'histoires et d'intrigues dont nous avions besoin, mais de vraisemblances également, dans un quotidien qui n'en avait plus. La solution se trouvait ailleurs et les pages qui suivent en portent la trace. Nous l'avions sous la main avec ces livres qui jamais ne viennent se nicher au rayonnage des bibliothèques où s'oublient les livres hors d'usage personnel, avec ces livres qui échappent au confinement du rangement, alphabétique ou générique, parce qu'il est impossible de nous en séparer. Livres cachés sous des papiers, livres empilés sous une table de chevet, jetés au hasard d'une table basse, d'un bureau ou d'un fauteuil. Livres qu'on ne saurait ranger parce qu'ils dérangent, obligent à penser, à questionner et remettre en question.
livres amis avec lesquels la conversation reprend chaque fois que nous les ouvrons, souvent au hasard, comme si jamais nous ne les avions fermés. Ceux auxquels nous ne cessions de revenir étaient précisément ceux que, confinés, nous n'avions pas d'emblée pensé à reprendre. Étrange Geôle que celle qui nous a été faite, si familière et si étrange, et la phrase ne se termine pas. De même que le texte était ouvert par 3 points de suspension, le texte ne se termine pas. Alors Denis, qui est tout désolé qu'on ait lu son texte, c'est un texte que tu as écrit après coup. Oui, alors ça c'est un texte qui est venu après coup et qui en fait, c'est pas que la phrase ne s'achève pas, c'est que le texte a été abandonné tout simplement. Et le texte a été abandonné finalement pour une raison qui est assez simple. Dans le fond, tu l'as rappelé, c'était vraiment des textes de circonstances pour lesquels qui avaient été pensés pour une circulation donnée. Et ce texte préliminaire, dans le fond, a dû correspondre à un moment où je me suis dit que je pouvais peut-être en faire un usage éditorial. Et au fur et à mesure que j'ai écrit ce médiocre papier, je me suis rendu compte que c'était tuer ces textes finalement que de les mettre dans la circulation. Donc voilà, le confinement a été un moment circonscrit avec un début et avec une fin. Ces textes sont intervenus dans ce moment circonscrit et je pense qu'ils sont devenus hors d'usage à partir du moment où nous avons eu le droit de retourner dans des bibliothèques, dans des librairies et d'aller lire des livres que nous n'avions pas encore lus. Alors, ils ne seront certainement pas hors d'usage, puisqu'avec la permission de leur auteur, nous allons les éditer dans des éditions qui vont porter le témoignage des soignants, mais aussi de ceux qui ont eu affaire aux soignants pendant cette période de Covid. Alors, c'est un texte qui raconte ton expérience de lecteur des livres que tu présentes d'ailleurs justement, mais est-ce que ça n'est pas un peu paradoxal de voir des écrivains qui témoignent d'une situation de confinement? Est-ce que finalement, ça n'est pas le propre d'un écrivain que d'être toujours confiné? Et est-ce que tes écrivains ne sont pas, à l'exception d'un, peut-être le dernier, des écrivains un peu particuliers? Alors, avant de répondre à ta question, il y a quelque chose qui m'a frappé au hasard d'une relecture d'un des textes, effectivement, auxquels, donc, chaque fois il y a 11 petits textes qui font 4 pages au maximum. Et il y a quand même une réflexion qui m'a frappé et qui m'a paru pouvoir nourrir de l'échange et de la discussion. Alors, c'est dans ce roman de Paul Bourget qui s'appelle Le Disciple, peu importe. C'est un roman de 1889 et c'est un roman du confinement. C'est un roman où on a un enseignant qui vit enfermé dans sa bibliothèque, dans son bureau, qui n'en sort jamais, comme Kant, qu'à heure fixe, pour aller toujours au même endroit et revenir chez lui toujours à la même heure. Et puis un disciple qui lui-même va être un être de bibliothèque et de confinement. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est dans ce roman de Bourget, alors je le savais mais je l'avais oublié, que se trouve le premier emploi du mot intellectuel en substantif. Et l'intellectuel en substantif, alors souvent on le fait naître au moment de l'affaire Dreyfus, et on fait justement de l'intellectuel quelqu'un qui sort de son bureau, quelqu'un qui... Donc, si je joue sur ces images ou sur ces métaphores, quelqu'un qui n'est pas un être de confinement. Or, justement, la naissance de l'intellectuel, elle se fait en situation de confinement. Et il y a tout un discours anti-intellectualiste qui va renvoyer systématiquement l'intellectuel à cette situation de confinement. Et puis, il y a le parallèle dans cette même période, le disciple, c'est 1889, il y a le même parallèle qui est celui de l'écrivain, justement, ou qui est celui de l'esthète, qui, lui, ne vit pas dans un bureau, finalement, mais vit aussi en confinement, un confinement qu'on a appelé la Tour d'Ivoire. Et dans le fond, entre le disciple de Bourget, 1889, à rebours de Huysmans, 1886 de mémoire, on est dans cette même situation. Et alors moi, ça c'est quelque chose qui m'a effectivement assez tôt et assez vite frappé, c'est que le confinement nous renvoyait à une certaine représentation de nous-mêmes en tant qu'intellectuels, en tant qu'universitaires. Le personnage du disciple, c'est censé être un professeur. Et c'est à partir de cela, en réalité peut-être, que s'est constitué en effet un corpus. En tout cas, il me semble que la rencontre de l'écrivain, de l'intellectuel et de la situation de confinement
elle n'est pas aussi paradoxale que cela. Et si accès avait été possible à des bibliothèques et à d'autres livres, il est probable que j'aurais pu multiplier ces petits textes, même s'il y en a que je connaissais ou qui ne m'ont pas intéressé, desquels je n'ai pas nécessairement choisi de parler. Peut-être que le premier auquel on pense, c'est un texte un petit peu oublié. J'aurais parié qu'il serait réédité au moment de cette crise Covid. Il ne l'a pas été. C'est un petit roman très, très agréable d'ailleurs de Xavier Demestre qui s'appelle « Le voyage autour de ma chambre ». Bah, oui, voilà, on était effectivement tous condamnés à faire, enfin peut-être pas le monde que vous représentez, bien évidemment, vous aviez mieux à faire, mais nous autres, nous étions condamnés effectivement à voyager autour de notre chambre. Alors je crois que j'ai répondu à la remarque que tu as faite, mais pas à la question que tu as posée. Alors, je voudrais enfoncer le clou en déclinant rapidement le CV en 3 mots des auteurs dont tu as présenté les textes. Charles Péguy, écrivain et officier de réserve. Léon Werth, écrivain, journaliste, grand sportif. Paul Vaillant-Couturier, écrivain, peintre, avocat, journaliste, homme politique. Victor Serge, écrivain, photographe et révolutionnaire. Marcel Sauvageau, écrivain et enseignant, elle correspond un peu plus à ce que nous connaissons. Léon Moussignac, écrivain, journaliste, spécialiste du cinéma et historien. Le seul qui soit écrivain et écrivain, ça l'a même occupé à temps plein, devenir un écrivain français, c'est Boris Schreber. Est-ce que tu penses tout de même que c'est un hasard si tu as rassemblé dans ta bibliothèque, mais dans cette présentation, des textes d'écrivains qui ont aussi un autre rapport au monde que celui de l'écriture? Alors non, je crois que c'est pas du tout un hasard. C'est certainement un choix subjectif. C'est probablement aussi un choix d'ordre idéologique. Mais ce qui m'a paru faire, alors, on ne fera pas rentrer les 11 exactement dans cette catégorie-là. Ce qui m'a paru intéressant, à partir de ce que je disais il y a un instant sur cette relation entre l'intellectuel, l'universitaire, l'enfermement, ce qui m'a paru intéressant, c'est que tous ces écrivains font une expérience du confinement qui va être une expérience qui va précisément être une expérience de déconfinement. C'est-à-dire qu'ils vont vivre le confinement dans une recherche perpétuelle de sortie de confinement. Ce sont des écrivains qui vont essayer de créer les conditions d'un déconfinement à l'intérieur d'une situation qui est une situation de confinement. Alors, pour un certain nombre d'entre eux, ce confinement a été un confinement d'ordre parfaitement institutionnel. Bon, on sait que Victor Serge a été dans les geôles de Staline pendant un certain temps. Il était très proche d'un certain nombre de membres de la bande à Bono, hein, et il a été enfermé il a été emprisonné pendant 3 ou 4 ans en France au moment du procès de Bono, puis de l'exécution capitale des membres de la bande à Bono, et un certain nombre d'autres. Moussinac est quelqu'un qui, membre du Parti communiste, se fait arrêter très, très rapidement en 1939 et va être interné dans des camps. Il y a un très beau livre de Moussinac qui s'appelle « Le radeau de la Méduse », qui est son expérience justement jusqu'à ce que Aragon et Elsa Triolet viennent l'en arracher. D'autres ont connu une autre forme, me semble-t-il, de confinement, alors qui m'a intéressé parce qu'elle avait un lien très direct avec la situation, qui sont des confinements de malades. Quelqu'un comme Léon Werth va subir une opération extrêmement grave et il va rester plusieurs mois dans une maison de santé avec l'impossibilité de sortir de sa chambre, tout simplement, où Marcel Sauvageau, que tu évoquais, est quelqu'un qui est frappé par la tuberculose. Alors, le roman du tuberculeux et de l'enfermement du tuberculeux, il y en a vraiment un très très grand nombre, et elle va être enfermée dans ce sanatorium où elle va au demeurant mourir. Mais moi, ce qui m'a véritablement intéressé, c'est la manière dont se constitue dans cette situation d'enfermement, de confinement, d'emmurement, d'encellulement, il y a tout un lexique qu'on trouve dans ces textes, c'est comment il s'y trouve une force de résistance, et une force de résistance qui a quelque chose
de dialectique par rapport à l'institution. C'est-à-dire que tu aurais pu me dire, tu as choisi des écrivains révolutionnaires, Victor Serge, proche de Trotsky, Paul Vaillant-Couturier, député communiste, maire de Villejuif, il y en a d'autres dans la liste, Léon Woerth, Henri Barbusse aussi. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'ils ont pensé qu'il fallait que le confinement était d'abord une expérience sur soi et que c'était par une réforme de soi que l'on pouvait ensuite éventuellement essayer de reconstruire un rapport à l'institution. L'institution qui, pour chacun de ces... on n'est pas du tout dans le même cadre que celui que vous dessiniez tout à l'heure, l'institution qui, pour la plupart de ces écrivains, est d'abord une institution de répression et d'oppression. C'est l'institution qui les enferme. Et leur discours révolutionnaire n'est pas un discours en quelque sorte naïf. Ils ne cherchent pas à s'échapper de leur confinement. Ils cherchent à construire un nouveau sujet dans le cadre de cette situation et pour ensuite libérer, en quelque sorte, pouvoir agir sur l'institution, agir sur le monde. Et dans le fond, il y avait peut-être une part de naïveté au moment où ces textes étaient écrits, qui était le sentiment, tu as fait référence tout à l'heure à la chute du mur de Berlin, le sentiment de s'être trouvé confronté à une situation qui était radicalement inédite. Nous n'avions jamais vécu cela. Nous n'avions pas de modèle pour le penser ni pour le vivre, sauf peut-être quelques textes littéraires comme ceux-ci. Et l'idée était de se dire que le monde d'après, il allait falloir le repenser, il allait falloir le reconstruire, il allait falloir le réinventer. Alors, je crois que 2 ans après, tout ceci relève d'une belle illusion rétrospective, mais sur le moment, c'est là aussi que ces textes sont vraiment des textes en quelque sorte, enfin ils sont devenus datés. Mais voilà, l'idée c'était se repenser pour repenser le monde à partir de ces expériences-là qui avaient une certaine analogie avec ce que nous étions en train de vivre. Il y a un autre point commun, alors sinon tout à fait commun, très partagé entre tes auteurs, c'est que ce sont des métèques. Ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont une autre appartenance à une époque où il est difficile de l'ignorer pour des raisons politiques, des raisons de contexte. Est-ce que tu crois qu'il y a un lien entre cette autre appartenance éventuellement dangereuse, cette autre histoire partagée, le poids de cette histoire et ce rendez-vous du confinement qu'il se donne? Alors, je crois que c'est valable pour un de mes auteurs en particulier, qui est celui qui est le plus proche de nous dans le temps, qui est Boris Schreber. Alors, Boris Schreber, c'est quelqu'un qui va avoir une relation à la littérature et une relation au confinement extraordinairement profonde, puisque c'est quelqu'un qui est fils de parents russes émigrés en Allemagne. Il va naître en Allemagne, juif, et qui va vivre toute la guerre dans une situation qui va être une situation de semi-confinement, puisqu'il a des faux papiers, mais il ne peut pas révéler son identité. Et ce qui est intéressant chez Schreber, c'est que sa manière d'être français, c'est d'écrire un journal. Il tient son journal. Et il est adolescent, il est né en 23, dès 37-38, il va envoyer son journal à André Gide, des fragments de son journal à André Gide, qui était en quelque sorte le maître du journal intime. Et qu'est-ce qu'il fait comme geste en envoyant son journal à André Gide? Il lui demande de le reconnaître comme écrivain français, de le reconnaître comme français. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le journal alors là je suis en train d'en préparer une édition partielle, dans le journal qui va tenir pendant la guerre, donc le journal a priori c'est le lieu d'intimité avec soi-même, c'est le lieu où l'on se représente sans médias à soi-même. Or, Schreber sait très très bien que si on devait découvrir que ces papiers étaient faux, la première chose que l'occupant irait regarder, c'est son journal. Donc ce lieu même d'intimité avec lui-même va être un lieu de mensonge. Donc, il va fonder toute sa littérature sur cette idée de la littérature et du mensonge. Et donc, le roman dont il est question dans ces papiers est un roman qui s'appelle La traversée du dimanche. Et c'est vraiment le roman d'un psychopathe de l'enfermement. Il est totalement incapable, donc il a le droit de sortir de chez lui, mais il est totalement incapable de sortir de chez lui. Traverser une rue est quelque chose qui lui est impossible. Et
tout le roman raconte son impossibilité tout simplement à aller de chez lui à l'hospice où se trouve sa mère quelques rues plus loin, et perpétuellement en train justement de penser sa vie confinée sur un modèle qui est un modèle romanesque. Il dit, si j'arrive à aller voir ma mère, ce qui ne va jamais arriver à faire, je vais lui raconter telle ou telle chose, qui sont des romans, qui sont des mensonges. Alors là, il y a une deuxième chose qui m'avait intéressé, qui m'avait frappé à travers un certain nombre justement de ces textes, et qui rejoint mon point de vue de littéraire, peut-être de manière un petit peu facile, c'est que justement, l'épreuve du confinement va pas forcément être une épreuve où on va se tourner vers soi-même, on va se tourner vers une écriture de type autobiographique, de type personnel. Au contraire, ça va libérer une pulsion narrative, une pulsion de fiction. Alors, on voit ça effectivement chez un écrivain comme Boris Schreiber, on le voit aussi dans le roman de Victor Serge, donc, je m'y suis déjà arrêté tout à l'heure, qui s'appelle Les hommes dans la prison. Quelle est sa seule manière de résister à la prison? C'est précisément de renoncer à se raconter lui, hein, et il montre justement d'autres prisonniers autour de lui qui ne cessent de ressasser leur propre histoire, qui ne cessent de raconter leur propre histoire, qui ne cessent de se dire et de se redire et de se redire, et qui sombrent dans une forme de folie, alors que lui, justement, il se tourne vers quelque chose qui est de l'ordre de la projection imaginaire, et il résiste au confinement en devenant romancier, ce qui fait boucler une boucle par rapport à ce sur quoi tu lançais mon discours tout à l'heure. Je voulais également les situer dans leurs institutions, entre guillemets. Certains d'entre eux se sont engagés ou se sont trouvés sous les drapeaux. Est-ce qu'il y a un rapport entre le front, la guerre et le confinement? Alors, tu emploies des métaphores souvent quand tu écris de ce type, mais est-ce que c'est quelque chose qui va plus loin que la métaphore? Alors, je ne sais pas si on peut le généraliser, mais pour certains d'entre eux, ça me paraît relativement évident. C'est en particulier le cas pour quelqu'un qui va être un combattant pacifiste tout à fait anticolonialiste, tout à fait méritant, hein, et d'assez premier plan, qui est Léon Woerth, donc, dont je vous ai parlé pour ce texte qui s'appelle La Maison Blanche, qui est donc le texte de sa maison de santé, mais qui en effet va véritablement vivre l'expérience militaire, d'abord celle de son propre service militaire, et il va donner un roman qui, de mémoire, ça s'appelle Caserne 1900, hein, et déjà l'idée de caserne évidemment a quelque chose qui est lié à l'idée d'enfermement et d'encellulement, et puis qui va ensuite effectivement pendant la guerre développer un propos antimilitariste et anti-pacifiste. Pour quelqu'un comme Woerth, c'est probablement le cas aussi de quelqu'un comme Vaillant-Couturier. L'expérience militaire, ça a été quand même la rencontre avec l'institution la plus oppressive qu'il pouvait se représenter, hein. Et alors, bon, chez Vaillant-Couturier, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, c'est pendant qu'il va être sous les drapeaux, mobilisé comme tout jeune homme de sa génération, qu'il va justement connaître l'expérience de la prison. Donc là, il y a un double encasernement, en quelque sorte. Une petite question. Est-ce que les exemples que vous êtes en train de citer ne sont pas juste tous des exemples d'exception où essentiellement l'individu, sinon s'est dépassé, s'est transformé? Et j'aimerais faire le parallèle avec les scientifiques qui, pour moi, sont quand même des gens, en tout cas les grands chercheurs, enfermés dans leur propre pensée, et donc confinés dans leur structure mentale qui les fait réfléchir à des objets en permanence, et qui, pendant le confinement, ont eu deux types de réactions, soit d'être hyper productifs, ou au contraire d'être complètement craqués au sens incapable de produire pendant la période.
Alors, je crois que ça fait deux questions un petit peu différentes peut-être. Sur la première, oui, ce sont probablement des exemples, et donc à ce titre-là, des illustrations de quelque chose. Et bien évidemment, je revendique une part de subjectivité dans le choix. Mais vous avez vu que j'essaie moins de répondre aux questions de corpus que d'essayer de faire des mises en relation un petit peu générales. Donc je crois qu'effectivement, c'est une expérience que l'intellectuel rencontre, que celle effectivement d'une forme d'enfermement, d'une forme de confinement, et qu'il rencontre peut-être parfois sans la penser. Et là, mes exceptions, effectivement, en tant qu'elles sont exceptions, il me semble m'être arrêté à des textes où cette expérience, je suis face à des gens qui se sont efforcés de la penser. Ils m'ont aussi intéressé parce que ce que nous étions en train de vivre à l'époque était parfaitement exceptionnel et qu'on avait justement ce sentiment que nous n'avions pas vraiment de modèle pour la penser. C'est bien pour ça qu'on était dans un inconfort aussi puissant. Alors après, moi, je ne crois pas que je ferais de différence nécessairement sur ce plan-là entre l'intellectuel, le scientifique ou l'intellectuel. Personnellement, je n'en fais aucune. Hein. Parce que l'exemple que tu prenais était plutôt du côté des scientifiques. C'est juste parce que culturellement, je suis plus. Voilà, c'est ça. Non, mais je pense que cette alternative, effectivement, je pense qu'on l'a probablement tous rencontrée. Moi, j'ai envie, ce qui m'a un peu frappé, ou ce qui me frapperait, vraiment, Juliette me fait faire cette chose détestable qui est de parler de soi. Le mot était haïssable, disait le cher Blaise Pascal. Moi, ce qui m'a frappé dans le fond, c'est que quand il y a eu suractivité ou maintien d'activité, en tout cas pas suractivité dans un sens pathologique, c'était une manière de ne pas penser le confinement. Et cette activité ou cette suractivité, elle s'est inscrite dans une continuité sans bifurcation. Or, il me semble que là, on était face à une bifurcation et que si on voulait regarder la situation dans les yeux, si je peux avoir cette étrange expression, précisément, il fallait essayer de penser cette bifurcation. Et dans le fond, ces textes qui parfois aboutissent à des remarques qui peuvent être un petit peu polémiques, et c'était aussi pour ça qu'ils ont été sur un site de campagne électorale, c'était peut-être justement vouloir inviter en tout cas à penser la situation et à ne pas continuer comme avant. Alors, je suis vraiment désolé parce que j'ai horreur de dire ça, mais pendant le confinement, je n'ai pas écrit un article scientifique à proprement parler, qui puisse être donné dans telle ou telle revue dans laquelle j'ai l'habitude d'écrire pour une raison ou pour une autre. Je n'ai pas fini le livre qui était commencé. J'ai écrit ces 11 petites choses que j'avais pas envie que j'ai mis dans une circulation qui pour moi était simplement une circulation temporaire et dont j'avais pas envie qu'elle soit répertoriée dans je ne sais quelle bibliographie un jour ou l'autre. Elle risque de l'être pour autant. Ben, je le crains, oui. Justement. D'après ce que m'a annoncé Juliette, parce que j'étais pas au courant. Tu aurais dit non, il n'était pas question de te demander. Elle a déjà dû tellement me forcer pour que je vienne que si elle me disait ça en plus. Alors, relativement à la question de Yves et à ce que tu viens de dire de toi-même, est-ce que le cas vraiment passionnant ne serait pas celui de Peggy, qui se transforme en non-intellectuel pour inventer un dialogue avec un médecin imaginaire? Alors, voilà. C'est vraiment quelque chose qui me paraît passionnant dans le contexte. Alors, c'est un des premiers auxquels j'ai pensé et c'est un des premiers qui a été écrit, plus l'ordre tout à fait exact. En même temps, bon, ça répond un petit peu parfois à une actualité. Hein. C'est vrai que la célébration des infirmières et de l'applaudissement des infirmières, c'est vrai qu'il y a un moment, je me suis dit, mais dans le fond, quand même, en littérature, il y a un personnage qu'on voit très très peu. Hein. Vous connaissez des romans de l'infirmière, mais il y en a quasiment pas. Et bon, c'est comme ça que je suis allé vers cette Maison Blanche de Léon Wörth. J'avais beaucoup lu Wörth, mais j'avais jamais lu celui-là, pas vraiment. Il me semble qu'il y a un très beau film, Les Yeux Noirs. Alors, des films, il y a aussi sur les infirmières. Il y a aussi des films sur l'infirmière anglaise Caldwell pendant la Première Guerre mondiale ou des choses de cet ordre-là. Enfin,
autant il y a des médecins plein la littérature, autant des infirmières, il y en a quand même beaucoup moins. J'ai perdu oui, c'est intéressant parce que je te parle de Peggy et tu me parles de Wörth. Alors, ce sont les deux qui, effectivement, font mention de soignants dans leur... Voilà. Alors, donc, non, Peggy, c'est vraiment un des premiers auxquels j'ai pensé, sans doute parce que j'ai aussi une familiarité de scientifique avec chacun de ces auteurs, même si je ne les ai pas lus de cette manière-là. Alors, ce qui est passionnant chez Peggy, donc, il lance son entreprise des cahiers de la quinzaine au début de l'année 1900, et puis pas de chance, il attrape une mauvaise grippe. Et l'entreprise repose totalement sur lui-même, et donc, il va inventer des dialogues. Donc, il y a 3 dialogues successifs de la grippe, encore de la grippe, toujours de la grippe. Et dans le cadre de ces dialogues, il va se montrer, lui, malade, en relation avec des visiteurs. Et alors, il y a 2 docteurs parmi ces visiteurs. Il y a un docteur au sens universitaire du terme, c'est-à-dire quelqu'un comme moi, parfaitement pédant, qui vient lui parler de Blaise Pascal, de Kant, de Corneille, et qui n'arrive pas du tout à l'intéresser. Et puis, il y a un docteur comme vous, médecin, hein, et à ce docteur médecin, là, par contre, il va parler. Et à ce docteur médecin, il va dire la vérité, parce qu'il dit on peut mentir à tout le monde, sauf à son médecin. Et ce qui est très, très intéressant, alors le docteur universitaire arrive avec des livres qui sont des livres savants, des éditions critiques, des notes de bas de page. Peggy, qui est lui-même de formation universitaire, eh bien, se rend compte que précisément cette formation universitaire, en situation de maladie, ne l'aide pas. Et au contraire, un élément de sa guérison, ça va être de passer par-dessus bord justement cette culture universitaire et d'inventer une autre forme de dire et une autre forme de se dire. Et je crois que ces 3 dialogues qui apparaissent vraiment tout au début de l'entreprise des cahiers de la quinzaine, eh bien, c'est les 3 dialogues autour desquels finalement Peggy on voit Peggy devenir Peggy, et ce Peggy qui va polémiquer avec la Sorbonne, qui va polémiquer avec les cultures universitaires, qui va essayer de penser à l'extérieur de la culture universitaire. C'est son entreprise de confinement, et une entreprise de confinement qui aura été un travail de soi sur soi et de révolution de soi avant d'être une pensée libertaire ou anarchiste qu'il a pu porter un certain temps sur le monde avant de sombrer dans le catholicisme. Oui, c'est vraiment une expérience deleuzienne de devenir celui qui parle à son médecin dans son propre esprit, se fabriquer ce dialogue artificiellement pour penser d'une nouvelle manière. Et, du point de vue de l'institution, il y a aussi une grande présence du Parti communiste chez nombre de tes auteurs. Est-ce que le Parti communiste a joué un rôle particulièrement étayant, ou au contraire, est-ce qu'il y a eu une prise de distance, ou est-ce qu'il n'y a pas de relation avec ce confinement ? Oh, je ne sais pas exactement comment te répondre. Je pense qu'il s'est trouvé de manière qui est peut-être enfin, il y a 2 anecdotes. C'est que ce sont des écrivains effectivement sur lesquels il m'arrive de produire scientifiquement. L'autre chose, c'est que ces écrivains ont souvent eu effectivement une expérience de l'emprisonnement pour des raisons idéologiques. C'est Vaillant-Couturier à différents moments de sa vie. Alors moi, je suis des gens qui tiennent Vaillant-Couturier pour un vrai écrivain. Un peu surpris un éditeur à qui j'ai proposé un livre sur Paul Vaillant-Couturier, écrivain. Mais ce qui est certain et qui n'est pas inintéressant, c'est que Vaillant-Couturier, il n'a pas le temps. C'est ça l'expérience du Covid. Quand il est maire de Villejuif, quand il est député, etc., il fait des discours, il fait des brochures, il fait de la propagande. Il n'a pas le temps d'être écrivain. En revanche, il était follement heureux d'être emprisonné. Parce qu'emprisonné, il pouvait peindre. Alors bon, comme peintre, c'est pas top, hein, Vaillant-Couturier, je vous le dis. Si vous en trouvez en salle des ventes, je suis pas sûr que vous ferez une affaire, hein, d'un point de vue capitaliste. Comme placement, à mon avis, c'est pas terrible. Mais il était fin heureux d'être prisonnier. Parce que justement, il pouvait écrire et il était libre en confinement. Hein. Il se retrouvait celui qu'il aurait voulu être et que l'engagement ne lui a pas permis d'être. Alors c'est le cas aussi pour quelqu'un comme Moussinac qui va être emprisonné un certain nombre de fois. C'est le cas aussi pour quelqu'un comme Victor Serge dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, moi je pense quand même que c'est plutôt parce que
l'institution, encore une fois, que j'ai plutôt tendance à penser de mon côté comme un appareil idéologique d'État, comme on aurait dit autrefois, et comme un appareil qui est plutôt un appareil répressif ou oppressif. Bon, ben, voilà, ils y ont vécu, en tout cas eux, comme cet appareil répressif et oppressif. Tu me réponds. Elisabeth, vous avez une question. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour. Très heureux. Bonjour Denis, je suis très heureuse de vous entendre. Moi, j'ai une question qui est une question remarque et une question. Alors, est-ce que ce confinement... Rien à faire. Vous avez votre téléphone qui sonne, Elisabeth. Oui, mais je l'ai éteint, mon fils. Et donc, est-ce que ce confinement et ces enfermements que vous évoquez ne sont pas quand même un petit peu différents de ce que nous avons vécu? Parce que là, notre époque a renoué brutalement avec un confinement qui était le confinement des maladies épidémiques qu'ils croyaient avoir oublié. C'est-à-dire, nos ancêtres avaient coutume d'évoquer dans leurs prières, de demander à Dieu de les préserver de la guerre, de la faim et de la peste, sous-entendant toutes les maladies épidémiques. Ça, c'était donc pour nous, on avait oublié, ça existait, c'est vrai, mais on avait même oublié les épidémies de la grippe espagnole. Et ensuite, l'autre remarque et question, est-ce que ce n'est pas non plus différent de ce dialogue avec le médecin que vous évoquiez pour Peggy? Parce que là, on a eu une surabondance d'informations médicales. Avec les médias, ce n'est pas un médecin que nous avons vu, 100 médecins donnant des avis totalement différents, se tirant dans les pattes, donc, et avec les remarques parfois ineptes des journalistes. Donc, est-ce que vous ne voyez pas, il y a pas une petite différence? Ma question est un peu provocatrice, Denis, voilà. Non, la question n'est pas du tout provocatrice, elle est parfaitement légitime. Bien sûr qu'il y a une différence, bien sûr qu'il y a probablement de ma part ou de la part de l'institution à laquelle je m'adressais une volonté de tirer un petit peu la couverture à soi. Ce qui m'a tout de même semblé, c'est qu'on n'avait pas vraiment de modèle et qu'il fallait donc aller chercher des modèles approximatifs. Mais j'ai bien conscience, lorsque je dis confinement, emmurement, encellulement, que j'utilise en synonymie des termes qui ne sont pas exactement synonymes, et j'ai bien conscience de penser par analogie. Simplement, ce que je dirais pour me défendre, mais je ne le prends pas du tout pour une attaque, ce que je dirais pour me défendre, c'est que le sentiment que j'avais moi au moment où j'ai écrit ces textes, c'est que je n'avais pas d'autre possibilité, si je voulais essayer de penser ce qui était en train de nous arriver, que d'essayer de penser par analogie et aussi par la multiplication. Encore une fois, j'aurais pu faire un article sur de la grippe, toujours de la grippe, encore de la grippe, et publié dans le bulletin des amis de Charles Péguy. Ce qui peut être intéressant, c'est précisément que les analogies sont les unes à côté des autres. Il y a 11 analogies un petit peu différentes, et puis heureusement, ça s'est arrêté, mais peut-être que... Voilà, je sais à quel livre j'aurais consacré le 12e texte. Je le sais même d'autant mieux que j'ai commencé... C'était vraiment un des livres dont je voulais parler et que je n'y suis jamais arrivé. C'est sans doute parce que je voulais en parler. Alors, la deuxième chose sur la maladie, oui, on aurait pu attraper la situation, effectivement, par un certain nombre de romans qui auraient été des romans de la maladie. Là aussi, c'est sans doute un choix personnel. Bien évidemment, là des modèles, on en a effectivement en littérature, on a effectivement des grands modèles, et où on retrouve cette situation. Bien évidemment, on pouvait s'arrêter au Hussard sur le toit de Giono, roman du choléra, mais je crois que si un médecin regardait de près, son choléra m'a l'air de ressembler singulièrement à une peste. On aurait pu aussi, et là, avec toutes les résonances politiques, idéologiques qu'il y a derrière, s'arrêter tout simplement à la peste de Camus, où il y a un texte de Marcel Pagnol sur la peste de Marseille, etc. Mais réaction personnelle, la maladie, on sait plus ou moins la penser. Enfin, on l'a connue, on l'a vue autour de soi, etc. Ce qui pour moi était la singularité, c'était de ne pas pouvoir sortir.
qu'Elisabeth a l'air de dire, c'est qu'on pense aujourd'hui la maladie individuelle. On a du mal à penser la maladie qui n'était pas une maladie individuelle, mais une épidémie. Et vous rapprochez la maladie épidémie de la maladie de groupe. C'est-à-dire la transformation de la société en oppresseur qui amène des individus à être confinés. Oui. Oui, mais Elisabeth, vous voulez dire Ceci étant, Denis, moi j'adore le hussard sur le toit parce que c'est assez juste hein, comme description du choléra. Voilà. D'accord. Même cliniquement, hein, quand on fait Merci. le rapprochement de la description du choléra telle qu'elle est dans le hussard sur le toit et on lit par exemple le livre de Bourdelais, on voit que c'est vraiment assez proche. Voilà. Mais bon. D'accord, j'avais jamais regardé ça de très très près, mais au hasard d'un commentaire de texte, j'étais allé regarder ce que disait le Grand Larousse universel du 19e siècle sur peste et sur choléra, et de toute évidence, Giono avait bien lu ces articles et on reprend même des segments dans certaines descriptions. Oui, tout à fait. Il reprenait un petit peu dans les deux entrées, soit peste, soit choléra. Oui, je vous fais évidemment parfaitement confiance et je vous remercie de cette précision. Allez-y, Elisabeth. Je suis obligé de vous faire... Elisabeth, on vous a... Non, mais j'ai fini mon intervention, c'est tout. Non, je crois qu'elle était en train d'ajouter quelque chose, mais je ne sais pas. Bon. Non, pas du tout, que j'avais fini mon intervention. J'ai compris que les textes qu'étudie et que présente Denis sont regroupés en deux grands types de confinement, le confinement pour cause de maladie, le confinement pour cause politique. Et un fait la jonction entre les deux, puisqu'il est confiné 2 fois pour des raisons de santé et pour des raisons d'emprisonnement. Je voudrais revenir sur la question politique et sur le Parti communiste, parce que il me semble tout de même que le Parti communiste, c'est une pensée politique du collectif, enfin ça se veut comme tel, et que dans tes textes, on voit sans cesse apparaître des choses comme, pour Vaillant Couturier, contribuer à créer le Parti communiste comme un cadre, comme un étayage, et puis accepter tel auteur, refuser tel autre auteur, ça c'est intéressant. Dans ton corpus, en fait, ils se sont acceptés, refusés les uns les autres. Ils ont été exclus, inclus dans le Parti communiste. Ils se sont positionnés par rapport au stalinisme, etc. Je me demande tout de même si ce n'est pas autre chose qu'un hasard ou qu'une culture intellectuelle que tu aurais qui fait que le puissant Parti communiste est présent dans ces questions de confinement, de cellules, etc. Non ? Non, c'est probablement pas un hasard. Mais il me semble que mes communistes à moi, si je puis m'exprimer ainsi, ou tout au moins ceux qui sont présents dans ce corpus, alors ils ne seraient pas forcément très très contents de m'entendre dire ça, surtout peut-être Vaillant Couturier, sont des communistes déviants, peut-être gauchistes, aurait-on dit, en pleine période de stalinien. En tout cas, je rappelle la proximité entre Victor Serge et Trotsky, et il me semble que ce sont des communistes libertaires, et c'est vraiment ça qui me paraît assez net et assez violent. Et encore une fois, le texte dont je parle de Vaillant Couturier, donc, qui s'appelle Lettre à mes amis, donc c'est un geste intéressant, parce que finalement, qu'est-ce qu'on peut aussi faire quand on est confiné? C'est écrire des lettres à ses amis, qui toutes sont des lettres qui commencent par le mot exil, qui est un exil de soi. Ce sont des lettres qui sont écrites entre 18 et 19, hein, c'est-à-dire donc elles sont toutes antérieures au congrès de Tours et à la fondation du Parti communiste. Et avec ce geste, en créant le Parti communiste, je me renonce à moi-même, et en même temps, il ne renoncera jamais, évidemment, complètement à cela. Et pour en revenir à la littérature, avant de céder la parole aux autres, dans les textes, tu montres bien le passage du jeu au nous, la constitution du jeu, la discipline, l'exigence, les ambiguïtés entre autofiction, autobiographie, témoignage, roman, etc. Ce qui me surprend, moi, en tant que littéraire, c'est pourquoi est-ce que
non seulement tous tes récits, mais tous ceux auxquels j'ai eu affaire depuis que je collecte des documents autour du Covid, pourquoi s'agit-il de choses narrativisées et non pas de théâtre, de tragédie, ou non pas de poèmes? J'aurais spontanément, instinctivement pensé que le cadre tragique et le cadre poétique auraient été mieux à même d'exprimer ce que nous vivions. Manifestement, c'est une erreur. Est-ce que tu as un sentiment là-dessus? Est-ce que tu as observé autre chose? Ça renvoie aussi à ce que Hubert disait sur la narrativation. Toi, tu disais l'impossibilité de... Alors, bon, c'est évidemment des faits d'intérêt, c'est évidemment aussi des faits de bibliothèque sous la main, puisque ces textes, il a bien fallu les écrire avec des livres sous la main. Oui, bien sûr, il y a des expériences poétiques de l'emprisonnement, et on sait qu'il y a évidemment des textes de Verlaine, qu'il y a évidemment des textes d'Apollinaire, il y a évidemment des textes de Wilde, qui sont parfois convoqués comme référence, d'ailleurs, dans certains de ces poèmes. Mais je crois vraiment que moi, ce qui m'intéressait, mais là, c'est l'impossibilité de se mettre en récit soi-même dans le cadre de cette expérience de confinement. Or, en fait, on se raconte tous les jours. La réponse à comment ça va, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, et on entre en récit. Donc c'était vraiment la rupture de ce lien avec la possibilité de se mettre en récit soi-même qui a été pour moi le cœur de l'expérience. Et puis le littéraire que je suis, c'est évidemment poser la question. Qu'est-ce que ça va être qu'un roman qui va se priver d'emblée des capacités à faire récit. Donc ça, c'est autre chose, et ça pourrait donner lieu à un travail plus sérieux. J'ai une question. Est-ce que dans le cadre littéraire, le fait d'être confiné en groupe n'est déjà plus un confinement? C'est-à-dire Alors, il y a un cas très intéressant dont on n'a pas du tout parlé dans les textes que j'évoque. C'est le cas de Georges Hyvernaud. Alors, il y a 2 romans de lui, ou 2 récits de lui, l'un qui s'appelle La peau et les os, l'autre qui s'appelle Le wagon à vache, et où on a vraiment affaire à quelque chose qu'il appelle un confinement de promiscuité, où c'est l'expérience du prisonnier français pendant la guerre de 40-45, 39-45, en stalag en Allemagne, où à la fois on est enfermé et on est enfermé avec d'autres. Et ça peut aussi d'ailleurs être l'expérience de Victor Serge dans la prison. Enfin, à l'époque, et non seulement tu es enfermé avec d'autres, mais tu es enfermé avec d'autres qui partagent avec toi une proximité que tu n'as jamais partagée. Voilà, et qui dans le cas d'Hyvernaud était absolument pas choisi. Donc on arrive à un texte qui est très beau par ailleurs, mais qui est un texte extrêmement paradoxal, où il faut recréer de la solitude dans une situation de confinement. Et, si tu veux, d'un point de l'intimité. D'un point de vue statistique, pour moi, une chose qui a été assez bizarre, et je pense que pour des épidémiologistes ici, ils pourraient réfléchir à ça, c'est qu'on a confiné ou déconfiné, et on n'a pas fait d'étape intermédiaire de déconfiner les immeubles, déconfiner le pâté de maison, déconfiner des microstructures qui auraient permis d'une certaine manière... Alors, naturellement, il aurait fallu réfléchir à comment organiser ça, etc., etc. Accessoirement, c'est ce que sont en train de faire les Chinois à Shanghai en ce moment. Et si tu veux, c'est-à-dire le passage de la transition de je suis un individu confiné, je suis un groupe d'individus confinés, où le parallèle, le politicien s'arrange pour faire en sorte que la société puisse passer de l'état de l'individualité confinée au déconfinement, et avec un continuum. Alors là, là, on parle vraiment très librement. Pour être quand même allé un certain nombre de fois en Chine, je pense que le
l'organisation sociale est quand même tout à fait différente, puisqu'en Chine s'impose une organisation sociale en unité d'habitation. Donc le groupe, il est constitué et il est institutionnellement constitué en Chine. Et on voit bien quand on se promène dans l'espace chinois qu'on a des unités d'habitation à côté d'un certain nombre d'unités d'habitation. C'est pour ça qu'on se perd d'ailleurs en Chine, souvent dans les rues. Ça, c'est très très drôle, parce qu'à Pékin, c'est vrai. À Shanghai, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, non. Et c'est actuellement à Shanghai. C'est à Shanghai que c'est en train de. C'est à Shanghai qu'ils sont en train de faire ça. Par contre, ce qui est intéressant, et je n'ai rien lu, peut-être ça pourrait être une séance chez vous, mais bon, là encore une fois, d'expérience strictement personnelle, c'est que se sont développées des solidarités qui sont des solidarités d'unité d'habitation dans cette période de confinement. Je veux dire, ma voisine qui a 85 ans, elle fume 2 paquets de gitane par jour, elle pouvait pas aller les chercher. C'est moi qui allais lui chercher ses cigarettes, c'est moi qui suis allé lui faire ses courses. Moi j'ai une fille qui faisait des études d'infirmière, donc elle était évidemment nos antennes vers l'extérieur. Et il y avait toutes sortes de solidarités qui n'étaient pas des je pense qu'il s'est passé probablement quelque chose dans l'idée de voisinage. Et en tout cas, alors bon, après, ça dépend de l'immeuble où on habite, plusieurs cages d'escalier, etc. Mais il s'est vraiment passé quelque chose de création d'une unité et d'une communauté que nous ne vivions pas pleinement et qui pour nous était impensée. Oui, je suis 100% d'accord. Ça s'est passé aussi là où j'habite, effectivement. Mais si tu veux, c'était vraiment pour faire le lien entre ce que disait d'une certaine manière Juliette vis-à-vis du groupe, là en l'occurrence des groupes d'auteurs que tu avais choisis, et le fait de la question d'Elisabeth sur est-ce que c'était le même genre ou pas le même genre de confinement, et le fait d'avoir dans l'espace social aussi eu ce genre de transition. Je trouve particulièrement intéressante la situation de confinement du point de vue de la poétique, la discipline qui étudie la créativité, les conditions de la créativité artistique ou scientifique, puisque c'est la même chose. Et il est intéressant de noter que le Covid-19 Muséum est né dans ces conditions et qu'on pourrait retrouver les catégories que Denis est en train d'énoncer. Il y a la promenade dans la voie de pompier, la voie latérale, et qu'il faut parcourir dans tous les sens, comme Denis raconte qu'il faut tourner autour de sa chambre. Il y a le rapport aux voisins, qui sont les seules personnes qui renvoient en fait quelque chose. Et puis, il y a l'hyperactivité, mais accompagnée d'une non-activité dans sa propre spécialité, de l'intellectuel ou du chercheur, etc. C'est exactement ce qui s'est mis en place. Et moi, à titre personnel, évidemment, c'est ce qui m'intéresse scientifiquement, de voir qu'il y a eu là un facteur de créativité, la création d'un autre espace transitionnel selon d'autres modalités, mais d'une créativité qui a été déplacée par rapport à d'habitude. Nous avons fini, je crois, sauf si Denis, tu veux ajouter quelque chose. Non, mais écoutez, vous remercier de votre écoute, de votre patience. Et puis, je vais passer. Je vais déjà me tourner vers la salle pour savoir s'il y a des questions. Et je vais aussi me tourner vers notre magnifique écran pour voir s'il y a des questions. Y a-t-il des mains qui se lèvent ? J'espère que vous aurez le plaisir de lire ces textes, bien sûr. Alors non, ce n'est pas ces textes qu'il faut lire, ce sont les œuvres dont je parle. Y a-t-il des questions ? Yves, il y a Hubert. Ah. Peut-être Hubert pourrait venir, qu'on vous voit. Ah, bon, d'accord. Merci beaucoup pour ce dialogue qui était vraiment très... J'ai fait beaucoup de liens, beaucoup d'associations avec le propos que j'ai pu avoir. Il y aurait énormément à dire, c'est extrêmement dense. J'ai beaucoup pensé à Walter Benjamin aussi, en vous écoutant cette question de la presse, de la narrativité, de la mise en discours. Il me semblait vraiment saillant cette question du politique, finalement, à distinguer de la politique et comment les deux pouvaient être recouverts. Et comment peut-être est-ce qu'il a pu manquer et se confondre cette question du politique, du vivre ensemble, du social. Et je me demandais, c'est une première question, sur la question de l'adresse. Finalement, un texte, quand on l'écrit, il est nécessairement adressé à des groupes réels, à des groupes internes aussi, à soi. Alors, c'est peut-être une question un petit peu intime, mais dans cette écriture-là, à
qui avez-vous adressé ces textes? On a entendu qu'il y avait une adresse à des pairs, à des collègues. Dans quelle mesure ont-ils pu être adressés à des groupes internes? Et une autre réflexion à partager, c'était aussi cette question de la métaphore, en fait, et de tout l'enjeu de pouvoir métaphoriser ce qui se passait, qui effectivement n'avait aucun élément de comparaison, et du coup, ce réel, comment le métaphoriser pour pouvoir lui donner sens. Et il me semblait que la littérature, justement, permettait ça, la narrativité. Voilà, c'est l'essence même de ça. En tant que psy, voilà, c'est quelque chose qu'on connaît bien aussi. Et je me demandais finalement, cette figure de l'intellectuel par rapport au confinement, un peu la question de l'œuf ou la poule, quoi. Est-ce que finalement, elle est arrivée comme une façon de pouvoir métaphoriser pour vous ce qui se passait, là où peut-être que pour d'autres, ça aurait été d'autres modalités de métaphorisation, ou bien est-ce qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'est imposé, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair. Mais... Il y a plein de choses. Oui, alors je vais commencer par le début, mais je l'ai un petit peu. Ah oui, la question de l'adresse. C'est une question difficile parce que je pense que mon adresse était instable en réalité, ou qu'il y avait deux manières se superposant de la pensée. En tout cas, ça n'a jamais été effectivement totalement des textes pour moi, ça c'est tout à fait sûr. Dans leur circulation, je dois dire qu'il y a toujours eu une étape intermédiaire entre leur rédaction et leur implantation, à savoir qu'ils ont d'abord été adressés à des amis. Le livre de Vaillant-Durier dont je parle s'appelle Lettres à mes amis, et quelque part il y avait ce geste-là, lettre à des amis. Donc il y a d'abord eu un ou deux lecteurs qui étaient aussi des lecteurs institutionnels. Je regarde Juliette de près, volontiers censurants, pour le cas où effectivement, dans le cadre d'une campagne électorale, je me serais mis à émettre une idée qui ne fut pas celle du candidat. Ah, j'en témoigne, c'était son obsession à l'époque. Juliette, dis-moi si je vais trop loin. Il avait vraiment un sentiment important de la dimension un peu révolutionnaire, un peu transgressive, qui nous paraît moins aujourd'hui et qui était légitime à l'époque. C'est une chose à laquelle il faudrait réfléchir. Et en même temps, ce groupe institutionnel, et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles nous y sommes sentis bien, oui, il avait une existence institutionnelle, c'était une campagne électorale, il y a un certain nombre de textes où je parle de professeurs, où je parle de l'enseignement, où je dis des choses sur ce que doivent être des travaux dirigés ou des choses comme ça, donc des choses assez concrètes. En même temps, ce groupe était lié effectivement par une certaine idée de ce qu'il fallait faire dans notre établissement universitaire, mais je crois qu'il était aussi lié par une forme d'estime et d'amitié réciproque. Donc voilà, ça se superposait, et c'est vrai que pour moi, il y avait quand même effectivement toujours un petit peu cette crainte sur un site qui était un site de campagne électorale, un lecteur plus ou moins bienveillant, j'ai reçu une lettre d'injure quand même, hein, un lecteur plus ou moins bienveillant dise oh là là, le candidat vous avez vu le texte de Denis, le candidat veut faire ça, c'est une catastrophe. Donc effectivement, je l'ai soumis amicalement à l'institution, le texte. Les textes de Denis ont provoqué un effet de manque. De nombreux collègues sont venus me demander obtiens de Denis qu'il continue, alors que la campagne était terminée et que ça ne pouvait pas fonctionner de la même manière. Non, ça s'est arrêté réellement. Peut-être le dernier a été publié 8 jours après la levée du confinement, mais ça s'est arrêté tout de suite. Et voilà, et j'attends qu'on soit reconfiné pour écrire celui que j'ai envie d'écrire sur Henri Calais. Alors je suis désolé, j'ai perdu les autres questions. Pas de souci, mais en tout cas, du coup, j'associe librement aussi, parce qu'effectivement, en vous écoutant, je me suis rendu compte à quel point j'ai pu me censurer aussi en écrivant au sujet du politique. C'est-à-dire qu'au début, j'avais prévu presque une petite partie sur la question de la culture, qui est très en lien avec l'intermédiaire que j'ai pu développer, et comment la culture a été non essentielle, si je reprends ce terme-là, avec la fermeture des théâtres, la fermeture des établissements scolaires, du savoir, etc., qui se limitait à la technicité à ce moment-là, et que je crois que c'est quelque chose d'assez essentiel, et qu'alors en essayant de le penser, je me suis censuré et je n'ai pas écrit dans la présentation d'aujourd'hui. Et que du coup, ça arrive quand même, quoi. Vous avez fait une allusion à ça, effectivement. Je voudrais dire merci à Hubert pour la transition, vu que la prochaine séance sera consacrée à l'art, donc l'art pendant le Covid. Juste pour savoir, y a-t-il une question dans la salle? Une question
au bout de la salle, c'est-à-dire sur Internet. Oh, je crois que tout le monde est un peu affamé, oui, il me semble. Donc, je vous propose de clore cette session maintenant et de vous remercier et de vous donner rendez-vous donc le 19 avril. La séance sera sur art et Covid. Et en plus, je pense que Slava arrivera à faire son intervention, donc l'intervention qu'il devait faire la fois précédente avec moi. Et à cette occasion, on vous demandera sûrement de participer un petit peu et d'avoir un travail, une participation réflexive. Voilà, de telle manière à pouvoir vous faire travailler et voir un petit peu ce qui est possible de faire sur cette idée d'art, de Covid et d'outils qu'on pourrait mettre en place pour construire le Covid-19 muséum. Ne fuyez pas, c'est très ludique, hein, ce à quoi il pense. Oui, oui. Bon, je vous remercie beaucoup et donc au 19 avril. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci à tous, très bonne journée. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Madame Juliette, tu as noté tous les noms ou pas? Tu as photographié? Tu veux que prendre la liste des gens qui t'ont... Tu as fait une capture d'écran, c'est bon? Oui. Oh oui, ça ira.